On va plus couper, on va plus toucher et on va commencer donc à vous parler. Donc je vais commencer par me présenter, puis ensuite rapidement le directeur de notre atelier. Merci pour votre présence. Donc je suis Mohamed Kalouk, je travaille à la direction générale du Trésor depuis un peu plus de 2 ans, au bureau du financement international des entreprises, le bureau spécialisé dans les affaires militaires, navales, aérospatiales, qui est dirigé par Issa Slimani Bouti, que vous connaissez, je pense. Et aujourd'hui, on va vous faire une présentation un petit peu générale, et on terminera par, on ira petit à petit vers les sujets d'actualité, notamment le financement. D'abord, je vais vous parler des exportations d'armement, leur importance en France, les impacts qu'elles ont, les principes de notre soutien, sans entrer dans les détails parce que d'autres ateliers le feront. Et ensuite, je vous parlerai des instruments qui sont disponibles pour le secteur de l'armement, en faisant un focus particulier sur l'article 90, le dispositif dit de l'article 90, que nous avons rénové, revisité en 2021. Et puis, un point sur le cadre réglementaire de la CIEMG, de la Commission interministérielle pour l'étude de l'exportation des matériels de guerre. Et puis ensuite, on terminera donc sur le volet financement. Donc, je peux passer à la planche 3. Donc, pourquoi on exporte et quels sont les effets de ces exports? Il y a plusieurs raisons pour on exporte, comme vous savez. La défense en France fonctionne sur 2 jambes, la jambe nationale, l'équipement de nos forces et l'export, qui sont les deux indispensables pour l'équilibre compte tenu du marché national que nous avons, qui n'est pas celui des États-Unis. Nous exportons pour des raisons diplomatiques, stratégiques également. Il y a un impact social des exportations, puisque c'est 1/4 des emplois de la base de la BITD, des impacts économiques, financiers, technologiques, puisque la grande majorité, pour ne pas dire 80% des entreprises de la BITD sont des entreprises duales, qui marchent elles-mêmes sur 2 jambes donc, et nous essayons de suivre cette BITD. Le suivi précis est réalisé par le service d'intelligence économique de la DGA, et nous assurons un suivi plutôt financier de ces entreprises. Voilà. Combien nous exportons chaque année? Alors, là, je vous ai mis une vision un peu globale entre 1900, je suis remonté aux années 80 jusqu'à 2020, le chiffre 2021 n'étant pas encore publié. Ce qu'on voit, c'est que sur la courbe orange représente la part équipement du budget de mission de défense nationale, et la courbe bleue, celle des exportations. Donc on voit que, outre la chute vertigineuse du budget de la défense après la chute du mur de Berlin, on voit que côté exportation, finalement, on fluctue entre 4 milliards et 10 milliards, sauf les années exceptionnelles comme 2015 et 2016, et probablement, et même certainement 2021. Mais nous restons dans cette fourchette-là, avec les années exceptionnelles correspondant presque toutes à la vente d'avions de combat, que ce soit des Mirage, Mirage F1, Mirage 2000 et Rafale plus récemment. Alors, ces exportations d'armement, elles ont un impact sur notre balance commerciale. Ici, vous voyez que en orange, j'espère qu'on a la même couleur, le solde de notre balance commerciale, négatif, avec un record négatif cette année, et en bleu, le solde positif donc du secteur de la défense, puisque nous exportons toujours plus que nous importons, avec une année exceptionnelle en 2021, puisqu'on est à 7,4 milliards d'euros. Alors,
on dit ici qu'on a un poids limité dans la balance commerciale, ce qui est vrai, puisque en fait, les exportations d'armement représentent entre 1 et 2% des exportations globales de la France. Mais le secteur de la défense, la BITD, c'est à peu près 200 000 emplois en France. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le secteur automobile. Voilà. 10% des emplois industriels en France. Et évidemment, ces chiffres ne disent pas tout, puisque la BITD revêt un caractère stratégique pour notre autonomie. Et donc, ce n'est pas parce que ce poids est limité que le secteur n'est pas, lui, stratégique. Et il bénéficie d'un soutien spécifique, que ce soit du ministère des Finances ou du ministère des Armées. Nous avons ensuite, pour assurer ce soutien, il y a des grands principes qui sous-tendent ce soutien-là, qui s'appuie sur une politique de financement export qui vous est présentée dans un autre atelier en détail. Mais nous accompagnons les entreprises à l'export, et notamment les PME, principalement pour pallier l'insuffisance du financement du secteur privé. Et on reviendra sur ce sujet-là. Et nous essayons évidemment d'assurer ce soutien-là de manière avisée, c'est-à-dire en maîtrisant les risques pour l'État, et dans le cadre de bonnes pratiques qui sont définies dans un cadre multilatéral OCDE pour la définition de notre soutien. Là aussi, si vous avez des questions, on pourra revenir. Sur la politique de financement export, bon, j'en suis pas dans les détails, c'est un ensemble de lignes directrices, la plupart d'entre vous la connaissent, nous interrogent régulièrement sur la politique géographique que nous conduisons. Elle est mise en œuvre par la Commission des garanties, sur laquelle je reviendrai en détail dans les planches suivantes. Et elle nous permet donc d'asseoir notre politique sur des principes définis et décidés par le ministre. Les modalités et l'organisation de notre soutien, on vous présente ici en fait les 3 bureaux en charge de la mise en œuvre de ce soutien. Finainter 3, le financement d'entreprise pour les affaires militaires, aéronautiques et navales, et spatiales également, qui s'appuie sur la commission des garanties, qui est une commission interministérielle à laquelle siège la direction du budget, le Quai d'Orsay, le ministère des Armées à travers la DGA et le ministère chargé de l'écologie pour les affaires civiles, pas pour les affaires militaires. BPI France qui assure la gestion de ces garanties, et Natixis Affaires institutionnelles qui met en œuvre les prêts du Trésor et la stabilisation de taux, grâce à laquelle nous pouvons permettre à nos acheteurs des taux fixes. Et l'article 90 qui est également géré par Natixis Affaires institutionnelles, sur lequel on fera un petit zoom juste après. La commission des garanties, restreinte dans le sens où c'est pour les affaires militaires au sens de la siège, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants du client, mais qui dépendent de la nature du matériel. Cette commission instruit les dossiers et dans ces dossiers-là, nous mettons également en œuvre un certain nombre de diligences, notamment sur le volet conformité, que ce soit du client, des intermédiaires, et BPI assure l'instruction de ce volet-là. Les décisions de la commission sont prises par le ministre, in fine, en fonction de la politique export annuelle, et toujours sous réserve de l'obtention d'une licence, évidemment. Elle s'appuie sur des outils qui vous ont été déjà présentés, je ne vais pas insister ici, mais vous voyez, on a l'assurance prospection que vous connaissez, des garanties, des cautions, préfinancement, la garantie de change que nous avons déjà mis en œuvre pour le secteur militaire, stabilisation de taux,
l'assurance crédit pour l'exécution des contrats, etc. Avec aussi la possibilité de refinancer les crédits export par la banque publique SFIL qui intervient pour les gros contrats. Ces outils, ils ont contribué à assurer le succès des exportations ces dernières années. La France figure aujourd'hui au 3e rang mondial, selon le CIPRI, et ce soutien financier public est indiscutablement un atout pour vous, pour les exportateurs, avec un encours, comme on le voit, des affaires militaires qui représentent environ 30% de l'encours, donc c'est très important. Et en 2021, nous risquons d'augmenter ce chiffre. Ce qu'on fasse, c'est quelque chose qui va permettre de contribuer à ce succès. Ces outils, tu peux passer à la page suivante, ces outils sont facilités pour les petites entreprises, pour les ETI et PME, avec des seuils qui sont déplafonnés pour les cautions de financement, l'assurance crédit, mais également l'article 90, dont je vais vous parler juste après, qui est un mécanisme d'avance remboursable des dépenses d'industrialisation des produits à l'exportation. Un mécanisme de partage de risque. Je vais préciser. Et tout ça sous condition d'éligibilité de part française, un minimum de 20%. Alors l'article 90 profite en fait de cette audience et de la récente réforme du dispositif pour vous le présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour vous le représenter. C'est un mécanisme qui vise à favoriser l'exportation en réduisant le risque que supportent les industriels au cours de l'industrialisation de leurs prototypes. C'est un financement public remboursable au fur et à mesure des ventes. Nous étions jusqu'ici sur une avance qui pouvait aller jusqu'à 60% du montant des travaux d'industrialisation. Vous verrez dans la planche suivante les réformes qui ont été adoptées. La procédure de soutien, elle est en partage de risque. C'est vraiment la philosophie de l'article 90 parce qu'elle permet aux industriels, en cas d'échec du programme, s'il n'y a pas de vente, en gros, de résilier le contrat, et donc l'État s'engage à pouvoir abandonner la créance sur justification. Il y a une franchise d'intérêt sur les 2 premières années. Le taux est fixé initialement, et puis les dépenses éligibles, comme je vous le disais, c'est ceux qui sont postérieurs à la réalisation d'un produit, avec également prise en charge des outillages nécessaires et des travaux qui sont liés à la qualification du prototype. Toutes les entreprises sont éligibles. L'analyse de l'éligibilité est réalisée par la Direction générale de l'armement pour définir si le matériel est bien classé matériel de guerre, si il a un intérêt pour l'État et si l'industrialisation a lieu en France. Alors, les réformes qui ont été adoptées visent à rendre cet outil plus attractif, parce que nous avons constaté que tout son potentiel n'était pas utilisé, et répondre aux besoins dans la période crise post-crise. Donc, on a élargi l'assiette des dépenses éligibles. Désormais, nous pouvons également financer les frais qui découlent de la commercialisation, notamment les déplacements des équipes commerciales, la création d'un service export, les études marketing, les études en général, et au cas par cas, on peut également financer les coûts de mise en conformité AFCI, c'est-à-dire autorisation de fabrication ou de commerce d'intermédiation matériel de guerre. L'avance est portée jusqu'à 65%, indépendamment de la taille de l'entreprise. Le taux d'intérêt est revu à la baisse. 10 plus 1,5 au lieu de 2%. Il est toujours nul les 2 premières années. Point important, la redevance qui est exigée,
elle est transformée en prime d'intéressement pour l'État et surtout elle est réduite de moitié. Le remboursement anticipé a été largement facilité puisque nous n'exigeons plus de majoration, ce qui était le cas avant. L'industriel a la possibilité de résilier et de rembourser de manière anticipée. Donc, moi, je vous invite fortement à regarder au sein de l'entreprise si vous avez des projets qui sont éligibles. Logiciels également. On finance aussi le développement de produits logiciels. Et à contacter, je vous mets ça là, mais vous pouvez retrouver ces informations-là sur le portail XARM du ministère des Armées. De contacter la DGA qui est le point d'entrée pour l'analyse des demandes des candidatures. Alors, le ministère des Armées a un rôle essentiel dans ce dispositif, mais la décision revient toujours au ministre Bruno Le Maire. C'est pour ça que nous suivons de très très près ce dispositif. Avant de passer aux enjeux actuels, je vais vous faire ici très brièvement un rappel du cadre réglementaire, parce que je pense que c'est important pour les entreprises qui sont moins familières de la SIEMG. Vous savez qu'en France, le régime qui prévaut est celui de la prohibition, donc toute vente d'armes est interdite sauf autorisation express. Il y a un processus d'examen des demandes qui est présidé par le GDSN. Une fois par mois, il y a une commission qui se réunit pour examiner les cas les plus délicats. Le reste du temps, c'est traité en flux continu. Et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance a un avis à donner. Il est membre à voix délibérative de la commission. Les questions ces dernières années sont devenues de plus en plus complexes, avec une attention accrue des ONG, des parlementaires et des médias sur, comme vous l'avez vu ces derniers temps. Et donc, la SIEMG est devenue ce que j'avais un instrument politique. Il y a eu des récentes évolutions de la réglementation. Je vous laisse regarder pour ceux qui ne sont pas familiers. J'attire simplement votre attention que sur le dernier critère de la PESC, de la politique européenne, position commune, on parle de la compatibilité des exportations d'armes avec la capacité technique et économique du pays bénéficiaire, du pays acheteur. Donc ça c'est un point sur lequel la Direction générale du Trésor est particulièrement attentive lors des examens, mais pas seulement. Et nous avons nos critères propres qui participent à l'examen des dossiers. Nous regardons l'intérêt économique de la France dans le pays destinataire, la compatibilité évidemment avec la politique de financement export, l'impact sur l'exportateur, ça c'est un point très important, de l'octroi ou non de la licence. Donc là, je vous appelle vraiment à ne pas hésiter à nous contacter lorsque vous avez une licence dans les tuyaux pour nous faire part de l'importance pour vous de l'exportation, afin que nous puissions vous défendre en commission et mettre en avant l'impact qu'aurait sur vous un refus de licence. Et nous regardons également la filière industrielle, chose que regarde de près également la DGA, et l'impact réputationnel sur l'État, en général, et sur l'industrie de la défense. En parallèle de l'évolution de la réglementation, il y a également, comme vous savez, un renforcement des due diligence, des pratiques, de la promotion de l'exemplarité, comme on dit, des pratiques commerciales, avec une révision de la recommandation OCDE, un renforcement général des diligences qui sont conduites par l'écosystème de la défense. Et ça, c'est un point qui alimente également les commissions de garantie. Et je vous rappelle également que la licence d'exportation ne garantit pas l'octroi d'un soutien public, d'un soutien financier. C'est vraiment deux choses différentes. Le processus de SIEMG analyse les critères
selon les traités que nous avons signés, les conventions, les protocoles, etc., nous regardons autre chose. Donc, nos décisions en commission de garantie sont toujours prises sous réserve de l'obtention de la licence. Ce n'est pas parce que vous avez une licence que vous soyez auprès du Trésor ou des garanties publiques. Alors, au sein de notre bureau, les enjeux que nous suivons de près, évidemment les grands prospects, et là nous échangeons quotidiennement avec les entreprises pour vous aider à construire vos offres de financement. Nous regarderons de près, nous suivons une commission spécialisée sur les sinistres et les recouvrements, les demandes de licence d'exportation, dont je viens de parler, et les difficultés d'accès au financement de la BITD, qui sont maintenant d'actualité depuis 1 an et demi, 2 ans, qui existaient déjà auparavant, mais qui se sont accrues. Et plusieurs industriels, plusieurs groupements d'industriels nous ont fait part de leurs difficultés. La direction générale du Trésor a conduit une première analyse l'année dernière. Ces analyses se poursuivent actuellement en interministériel sous la supervision du EGDSN. Ce sont des directives de l'Élysée et d'interministériel, évidemment, qui suit ça, mais l'Élysée suit de cette affaire de près. Et nous sommes toujours à l'écoute de vos remontées de terrain. Beaucoup d'industriels nous ont déjà fait remonter leurs difficultés, en particulier les PME. Et nous alimentons avec ce que vous nous remontez nos réflexions interministérielles pour établir assez rapidement, puisque nous visons faire ça pendant la présidence française de l'Union européenne, des actions concrètes et des propositions pour essayer de pallier les difficultés que nous avons identifiées. Ces difficultés s'inscrivent en fait dans un cadre plus général d'initiatives européennes qui sont en cours. Vous savez, il y a eu l'adoption en 2020 de la taxonomie verte, qui n'a pas réservé de traitement particulier à l'industrie de défense. Mais en cours, il y a le projet de taxonomie sociale qui est en cours de discussion, négociation au niveau européen, et l'écolabel. Et ces deux projets, ces deux initiatives prévoyaient d'exclure les entreprises qui dérivaient plus de 5% de leur chiffre d'affaires d'impôts nationaux. Autant vous dire que toutes les entreprises de la BITD seraient concernées, puisque 5%, elles sont quasiment toutes duales, mais 5%, ça va très vite. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, nous, on regarde ça de très près, on défend nos positions, on défend la BITD au niveau européen, et nous souhaitons véritablement profiter de la présence française de l'Union européenne pour faire valoir nos arguments d'autonomie stratégique et de sécurité de la France, mais également de l'Europe. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière générale. Maintenant, si vous avez des questions, on peut les regarder de près et y répondre. J'ai une question. Alors, on a 3 questions. Merci à tous pour vos questions. Vous pouvez continuer sur le chat. Une première question qui est pourquoi ne pas assouplir les conditions de financement dans le secteur de la défense, sachant que le militaire ne fait pas partie de l'arrangement OCDE. Une deuxième question sur l'article 90, corrige-moi Valérie, sur le fait que l'enveloppe est limitée devrait être donc sur le fait que selon l'industriel l'enveloppe est limitée et que il faudrait pouvoir étendre l'enveloppe afin d'intégrer des projets de plus grande envergure avec une dotation exceptionnelle.
Et la troisième question qui est remontée, c'est sur le fait que certains partenaires, et notamment il est évoqué l'UKEF, garantirait à 100% contre 95% par BPI. Est-ce qu'on nous voit une menace pour les industriels ou un booster pour les groupements franco-britanniques? Ok. Je vais répondre, on peut répondre en duo pour compléter Issam, ce que je dirais. Sur la première question, sur les pratiques OCDE, effectivement, qui ne sont pas transposées pour le secteur militaire. Effectivement, le choix de la France, comme de la plupart des pays européens, c'est d'assurer la pérennité du soutien financier. Pour ça, en bon gestionnaire, nous avons fait le choix d'utiliser les bonnes pratiques de l'OCDE dans les secteurs civils et de les appliquer aux militaires. Parce que, effectivement, on nous dit souvent que, par exemple, pour la couverture, le taux d'intérêt, la prime de risque, nous pourrions la réduire puisque les termes de l'arrangement OCDE ne s'appliquent pas. Alors certes, on pourrait le faire, mais on pense que si on le faisait, on le pense en bonne escient, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas assurer le soutien très longtemps, puisqu'il suffirait de 1, 2 sinistres pour que l'État se retrouve dans le rouge. Et ce n'est pas le choix de la France. Le choix de la France, c'est de discuter avec nos partenaires, de leur faire comprendre pourquoi on a pris cette prime. On a des exemples très récents sur des contrats importants et moins importants où nos partenaires nous ont fait des demandes de réduction de prime, voire de suppression de prime. Le dialogue n'a pas été simple avec eux, mais à ce stade, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours réussi à nous faire comprendre en leur disant que ce n'était ni dans leur intérêt, ni dans le nôtre. Et jusque-là, ça ne nous a pas empêché de remporter des marchés. Donc, je dirais que jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un argument, qui aide à vendre. Autrement dit, on peut dire autrement, on ne vend pas de financement. La France ne vend pas de financement, la France elle vend des matériels. Donc, on se concentre sur la compétitivité de nos entreprises et nous les accompagnons, mais on ne peut pas le faire à un prix tel qu'on ne pourrait plus suivre et soutenir les entreprises des autres secteurs. Parce qu'un sinistre sur un gros contrat militaire, ça serait catastrophique. Et juste sur ce point-là, ce qu'on constate, c'est que la plupart des pays européens, les offres que nous avons, soit celles qui sont publiques, soit celles que nous pouvons récupérer des industriels ou de services, appliquent les mêmes principes. Donc, encore une fois, c'est important. On peut comprendre la volonté des industriels d'être hyper compétitifs en proposant une offre de financement à prix discount, mais c'est ni dans leur intérêt à long terme ni dans le nôtre. Sur l'article 90, il n'y a pas de limite d'enveloppe, l'article 90. L'article 90 est autofinancé depuis 1982. On dispose d'une enveloppe. On arrive à s'autofinancer avec les projets en cours, les remboursements, etc. Mais on ne s'impose aucune limite. Le fait est que jusqu'à aujourd'hui, les projets, les dossiers que nous recevons sont plutôt limités. C'est des enveloppes qui vont de 200 000 euros à, disons, 20 000, 30 000 euros. Nous avons déjà des dossiers de cette taille-là. Effectivement, nous n'avons jamais octroyé un prêt article 90 pour 100 millions d'euros. Mais encore une fois, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation, en tout cas. L'article 90 prévoit également la possibilité de phaser les projets. Donc on peut aussi avoir un gros projet et le phaser pour mitiger les risques.
Donc, je vous invite vraiment à candidater et à discuter avec nous si vous avez des projets en tête. Évidemment, sur une enveloppe de 50 millions d'euros ou 60 millions d'euros, on va regarder de près, parce que le risque est plus important pour l'État, puisqu'il peut, l'État peut juste abandonner la créance. Donc, encore une fois, il n'y a pas de limite. Sur le 95% versus 100%, là aussi, on revient un petit peu à ce que je disais avant. Sur le premier point, les arguments peuvent être repris. Et il y a un autre point qui est important, c'est que notamment lorsqu'il y a des crédits acheteurs, lorsqu'une banque vient financer un projet militaire, elle est couverte à 95%, il y aura 5% de risque. Nous ne souhaitons pas, ce n'est pas la politique, aller porter cette couverture jusqu'à 100%. Pour des raisons assez évidentes. De compétitivité des banques, d'implication des banques et de partage du risque, même si le risque est largement pris par l'État déjà à 95%. Même si nous ne sommes pas totalement fermés sur le 95%, puisque ça ne fait pas partie des règles OCDE. Mais nous avons déjà analysé, regardé sur certains dossiers précis, j'ai des dossiers, j'en ai peu en tête, mais il en existe, où nous avons été au-delà de 95%. Mais la règle générale, c'est que c'est non. C'est-à-dire, non. Voilà. C'est ça. C'est l'objectif de partage de risque entre l'État et l'État. Ok. Valérie, il y avait une question également sur la taxonomie. Et l'introduction de critères ESG dans les conditions de financement est une menace forte pour les entreprises de la défense. Dans le cadre de la mission diligentée par le NINARM et le MEFR, peut-on envisager une réunion commune d'exportateurs de la défense? Oui, sur les risques de la taxonomie sociale sur le financement de la BITD, partageons complètement les inquiétudes des industriels et des groupements d'industriels. Nous avons travaillé déjà avec le J4, avec le JFAS également. Le JFAS a écrit récemment une lettre au ministre pour synthétiser en fait, les inquiétudes et les remontées terrain. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un sujet qui est suivi par le Trésor, par l'ensemble des ministères qui travaillent avec la Commission européenne. Et nous avons déjà exprimé notre refus de cette exclusion. Du fait de dire que la vente d'armes conventionnelles, et c'est important, le terme conventionnel, ne serait pas socialement durable. Là, on est d'accord pour exclure tout ce qui est vente non conventionnelle, puisque par définition, la France a signé les traités bien pour ne pas vendre et produire ces armes-là, mais pour le reste, nous mettons en avant nos arguments économiques, nous mettons en avant les arguments politiques, la stratégie européenne, la sécurité, et nous ne sommes pas seuls. Alors, voilà. D'autres pays européens partagent cette position, et nous sommes assez confiants sur le fait que nos arguments sont pris en compte. Et les dernières remontées qu'on a de Bruxelles vont dans ce sens-là. On reviendra vers vous, de toute façon, sur ces sujets-là très très rapidement. Encore une fois, vos inquiétudes sont légitimes. On a vu des fonds d'investissement se retirer du secteur, une sorte de retrait préventif. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait un effet tache d'huile sur les autres fonds et sur les banques. Et c'est pour ça que nous travaillons également avec le secteur bancaire. L'IHEDN propose des formations, des initiatives, une sorte d'initiative de dialogue renforcé entre les banques et les industriels pour également que tout le monde soit bien conscient des contraintes des uns et des autres. Voilà. Pas d'autres questions. Il reste 15 minutes. Mais...
nous sommes à votre écoute. Il reste un peu de temps si vous avez d'autres questions. Puis sinon, je pense que vous pouvez facilement nous trouver et nous interroger directement, et ça ou moi, par mail. Ok. Oui, il y a une autre question. Existe-t-il un répertoire des financements ou autres crédits disponibles au niveau France ou Europe pour le financement des développements ou innovations pour la défense? Existe-t-il un répertoire des financements ou autres crédits disponibles au niveau France ou Europe pour le financement des développements ou innovations pour la défense? Un répertoire des financements, enfin une sorte de liste de l'ensemble des financements qui existent. Oui, je pense. Pas à ma connaissance, non. Mais on pourrait effectivement faire une fiche là-dessus. J'ai une bonne idée, on peut noter ça. Et, on peut également demander, on demandera au S2IE, au service d'intelligence économique de la DGA, pour savoir s'ils ont ça dans leur tiroir, puisque c'est eux qui gèrent avec BPI France Défense, le fonds de défense, et qui suit de près tout ce qui est innovation de défense. Mais ok, on note, mais je ne crois pas que ça existe. Alors, voyez-vous une croissance des demandes de financement conjointes France et partenaires européens? Au niveau du Trésor, non, on n'a pas ce genre de demande. Ça nous arrive de demander des réassurances à nos partenaires européens lorsque les parts européennes des projets dépassent un certain seuil, où là on peut avoir des garanties communes entre UKF, l'Hermes ou les pays de France par exemple, ou Satché. Mais des financements en coopération, ça ne passe pas par nous en fait. Ça c'est plutôt des instruments européens directement, via le FED par exemple. Et c'est géré au niveau européen. Pas par la direction générale du Trésor. On se met sur la création d'un mécanisme d'AIG français, government to government, un FMS à la française. Alors, sur la question du FMS à la française, c'est un vieux serpent de mer. Nous avons créé un FMS à la française. Peut-être que mon sourire vous en dit long sur ce que vous en pensez personnellement, mais nous l'avons mis en œuvre une seule fois, jusqu'à aujourd'hui, avec la Belgique, dans le cadre du contrat CAMO, qui est un contrat de véhicule acheté par la Belgique en peut-être 2015-2016, je ne sais plus en tête exactement, un contrat d'1,3 milliard, je crois. Depuis, il n'a pas encore été remis en œuvre. Alors, en quoi il consiste? En gros, l'idée française avec les moyens français, c'est de dire que que la France crée un partenariat stratégique via un AIG, un accord intergouvernemental entre la France et le pays acheteur. Cet accord AIG plus d'autres documents va représenter la vente entre les deux États. Et ensuite, la France va notifier un marché public à l'industriel exportateur, ce qu'on appelle un CPG, un contrat de partenariat gouvernemental. C'est le nom de notre FMS. Et ce marché public-là, il y a un lien contractuel entre la DGA, pour être précis, et l'exportateur. Ensuite, l'exportateur livre au client. Mais il n'y a pas de lien contractuel entre le client et l'exportateur. Et la philosophie, c'est que l'État prend des garanties, assure cette vente-là, sans pour autant prendre de risques financiers. Il y a tout un mécanisme entre ces trois entités-là qui fait que il n'y a pas d'impact sur les finances publiques. Voilà. Donc, ce n'est pas un mécanisme simple à mettre en œuvre. C'est beaucoup d'énergie. Et donc, nous le réservons aux contrats stratégiques. Stratégiques pouvant avoir comme définition ici, soit au sens politique ou au sens économique.
Donc, c'est pour ça qu'on a tenté de le mettre en œuvre l'année dernière ou en 2020, avec un pays européen. Finalement, ça n'a pas abouti. Il y a un autre projet qui est en cours avec un pays hors de l'Union européenne, mais qui commence à peine. Et donc, ça intéresse beaucoup le client parce que, effectivement, l'État s'engage. Et pendant la négociation, il a en face de lui, non pas l'exportateur seul, mais il a l'État. Donc, ça peut avoir un. Donc, voilà ce qui a été mis en place par la France pour le FMS. Avec la grosse différence, évidemment, c'est que nous ne prenons pas de risque financier. Donc, parfois, il y a des incompréhensions sur ce sujet-là. Pas d'autres questions? Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Des dernières questions? Alors, pour le G2G, il y a un exemple unique d'un autre schéma en Asie. Pourquoi ne pas le refaire? Alors, un exemple unique d'un autre schéma en Asie. Alors, je ne le connais pas, ce schéma en Asie, David, mais nous, on a, enfin, comme tu sais très bien, on a plusieurs. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Alors, parce que oui, alors on a d'autres capacités, on a d'autres modalités pour faire du G2G. Effectivement, le mécanisme dont je viens de vous parler, c'est le mécanisme très formel et très sûr pour le client et pour la France. Après, on a déjà mis en œuvre d'autres mécanismes. On en a mis un, par exemple, pour le Pérou, c'est public, hein, c'est pour ça que je peux en parler, qui remonte à déjà quelques années, pour un contrat relativement modéré, un montant relativement modéré, où là, il y a eu un AIG, etc., et il y a eu un contrat, où la banque ne prend pas. David Livignan cite l'exemple de l'Inde. Là, c'est un exemple beaucoup plus complexe et unique. Je ne peux pas entrer dans les détails puisque les modalités sont confidentielles, sont classifiées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que compte tenu de l'importance stratégique de ce contrat-là, nous avons expérimenté un mécanisme où l'État prend un peu plus de risques que sur le CPG dont je vous ai parlé, le contrat de partenariat fondamental. Il n'en prend pas autant que pour le FMS, évidemment, mais ce n'est pas un schéma que nous souhaitons reconduire. Donc, voilà. J'aurais une autre question. Existe-t-il un montant limité de prêt du Trésor direct en cas de financement de projets militaires lorsqu'il y a une défaillance de marché bancaire? Alors, sur les prêts du Trésor pour les projets militaires, notre doctrine, c'est de limiter le prêt direct. On le limite, il n'y a pas un chiffre magique, mais ça dépend également de l'enveloppe dont on dispose et du moment où la demande arrive par rapport à cette enveloppe-là. On a une enveloppe annuelle et selon ce qui reste, ça va être. En cas de défaillance du marché bancaire, si le contrat est un gros contrat, le prêt du Trésor n'est pas un vecteur, n'est pas le bon vecteur. Parce que compte tenu de l'enveloppe limitée dont on dispose, on ne va pas aller s'engager, mettre prêt du Trésor sur un contrat pareil. On sera plus tenté à aller vous diriger vers BPI France Financement, lorsque ce n'est pas déjà fait. Et nous réfléchissons actuellement, justement dans le cadre des difficultés qui nous sont remontées du financement de la DVTD, à pouvoir autoriser ponctuellement, lorsque justement vous pouvez nous démontrer qu'il y a une défaillance, vous avez contacté l'ensemble des banques françaises, aucune n'est prête à y aller, vous avez des écrits, c'est carré, là on va discuter avec BPI France pour qu'elle puisse aller au-delà de son seuil d'intervention lorsqu'elle est seule. Ce n'est pas une mesure qui est en vigueur, c'est quelque chose dont je vous parle parce qu'on y réfléchit actuellement, mais c'est plutôt vers ça qu'on s'oriente qu'un vers un prêt du Trésor à 200 millions, 300 millions d'euros.
David, Olivier encore, nous sommes confrontés à des restrictions de plus en plus fortes pour l'émission des garanties vers des pays compliqués. Est-ce qu'une participation de BPI sera envisageable en substitution? Oui, alors ce point-là nous a été remonté par plusieurs sociétés. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'offre publique d'émission de garantie. BPI Financement ne peut pas émettre de garantie, de caution, elle peut simplement contre-garantir. Je vous avoue que là, à ce stade de nos réflexions, compte tenu du très faible nombre de cas, en fait, là on parle d'un nombre de cas très très réduit, pour un nombre de pays très réduit, ça nous semble pas très efficace de créer, en plus de l'offre bancaire privée, un outil particulier BPI qui puisse gérer 3 à 4 cas maximum par an. Donc, et aujourd'hui, c'est ça qui nous est remonté. On n'a pas de remontée massive de cette difficulté-là. En gros, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que sur les pays sensibles au sens de la SIEMG, donc là où on a des difficultés nous-mêmes à émettre des autorisations d'exportation, des difficultés au sens où ça prend du temps, on n'est pas tous d'accord, etc. Sur ces pays-là, il y en a une dizaine, en gros, les entreprises également ont des difficultés. Donc à ce stade, voilà, il n'y a pas de réflexion pour élargir. Une dernière question dans les 4 dernières minutes. Un grand merci pour cette présentation. Merci pour votre écoute et pour vos questions. On peut prend une dernière question? Non. On n'a pas le temps, je pense que là, il est 50. Merci pour cette présentation. On reste sérieusement à votre disposition au bureau Fininter 3. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de difficulté. Et encore une fois, on travaille vraiment tous les jours à cette question des difficultés de financement. Tout l'interministériel est dessus. Et on compte bien faire valoir nos arguments et notre poids au niveau européen. Donc, on est confiant. Merci pour votre écoute encore une fois.